Bonjour, je vais vous présenter un topo concernant la myasthénie auto-immune. On va commencer par quelques rappels sur la physiologie de la transmission neuromusculaire. Sur le schéma de gauche, vous pouvez voir trois éléments distincts. Le premier tout en haut, c'est la terminaison axonale du motoneurone. En bas, c'est la cellule musculaire, le rhabdomyocyte. Et entre les deux, la fente synaptique. Alors, lors de l'arrivée du potentiel d'action dans la terminaison axonale du motoneurone, il y a des vésicules synaptiques qui contiennent un neurotransmetteur que l'on appelle l'acétylcholine qui va être libéré dans la fente synaptique. L'acétylcholine va ensuite se déplacer, se fixer sur le récepteur à l'acétylcholine, ce qui va entraîner des échanges ioniques, l'activation de la cellule musculaire et donc la contraction musculaire. C'est ça, la transmission neuromusculaire. Par la suite, de manière passive, l'acétylcholine va se détacher de son récepteur et va être libérée dans la fente synaptique. Elle sera hydrolysée par une enzyme qui est l'acétylcholine estérase. Ça, c'est le fonctionnement normal de la transmission neuromusculaire. Et on va voir dans la myasthénie, ce fonctionnement va être perturbé. La myasthénie, c'est donc une maladie auto-immune et donc une histoire d'anticorps. Il y a plusieurs anticorps qui ont été retrouvés dans cette maladie, dont les deux principaux sont l'anticorps antirécepteur à l'acétylcholine et l'anticorps anti-MuSK, où MuSK est une protéine tyrosine kinase à la surface de la membrane musculaire, donc au niveau postsynaptique. Ces deux récepteurs, lorsqu'ils sont présents, vont se fixer sur le récepteur à l'acétylcholine ou sur la protéine kinase MuSK qui vont entraîner une instabilité de ce récepteur qui du coup devient non fonctionnel et qui va avoir une dégradation accélérée. Cela va entraîner un bloc neuromusculaire de type postsynaptique, d'où la symptomatologie de cette maladie qui est une faiblesse musculaire et notamment une fatigabilité à l'effort. D'où viennent ces anticorps? Eh bien, très probablement du thymus. C'est dans cet organe que l'auto-immunisation va se déclencher et va s'entretenir, mais pour l'instant la physiopathologie est assez mal comprise. Ce qu'on peut dire, c'est que 50% des patients atteints de maladies de myasthénie auto-immune vont développer une hyperplasie du thymus. Et que 20% des patients vont jusqu'à développer un véritable thymome, qui est une tumeur, qui peut être bénin, mais qui peut être aussi malin. Et ce que l'on sait, c'est que la thymectomie va améliorer les symptômes de manière fréquente, mais ce n'est pas certain. Alors qu'en est-il de l'épidémiologie de la myasthénie? C'est une maladie rare, puisqu'elle va toucher entre 1 patient sur 5000, voire sur 10 000. Elle peut commencer à tout âge, de 6 mois à 80 ans. Ça concerne surtout les femmes de moins de 40 ans dans 60% des cas, et on a remarqué que les hommes après 40 ans développaient des formes moins graves. Comme on en a déjà parlé, la symptomatologie correspond à une fatigabilité musculaire, c'est-à-dire à une diminution de la force musculaire lors d'efforts répétés, ce qui peut aller jusqu'à la paralysie totale. Et ce qui est caractéristique de cette maladie, c'est plutôt le retour à la normale après du repos. Plusieurs formes sont décrites de myasthénie auto-immune, mais de manière très générale, beaucoup de personnes, la plupart des personnes, vont entrer dans la maladie via la forme oculaire, avec un ptosis, donc une paupière supérieure tombante, comme sur la photo en haut à droite, et une diplopie. C'est assez caractéristique quand ça concerne un œil après l'autre en alternance. Certaines personnes, et même la majorité, plus de 80%, vont s'aggraver, et d'ailleurs assez rapidement, puisque après 1 an, ils vont développer une forme généralisée où tous les muscles peuvent être atteints. Et 20 à 30% des patients vont développer une forme grave, qui est définie par l'atteinte des muscles pharyngo-laryngés, donc entraînant des troubles de déglutition,
et l'atteinte des muscles respiratoires, ce qui peut conduire à la mise en jeu du pronostic vital. L'évolution de la maladie est assez capricieuse. Elle se fait par alternance de poussées avec des rémissions qui sont possibles, mais dans tous les cas, l'aggravation se fait de manière très rapide puisque la gravité maximale est généralement atteinte en 3 ans en moyenne. Et la symptomatologie est très fluctuante avec une variabilité interpersonnelle et même intrapersonnelle à différents instants. Comment être sûr du diagnostic de myasthénie? C'est la présence d'anticorps anti-RAC et anti-musc qui vont certifier le diagnostic, mais ils ne sont pas toujours présents. Le test pharmacologique à la néostigmine ou prostigmine, qui est un anticholinestérasique, peut montrer une amélioration des symptômes avec un délai d'action d'1 minute et une durée d'action d'un peu moins d'1 heure et demie. Et l'électroneuromyographe ou ENMG peut également confirmer le diagnostic en objectivant un décrément qui correspond à une diminution progressive de l'amplitude et de la durée des potentiels d'action après des stimulations supramaximales itératives. Une fois que le diagnostic est posé, il faut penser à rechercher des pathologies associées, notamment des pathologies du thymus, comme on l'a dit, avec un scanner thoracique sans injection, puisque les produits de contraste iodé peuvent aggraver les symptômes. Et rechercher également des pathologies auto-immunes, comme une thyroïdite de Hashimoto, une polyarthrite rhumatoïde, un lupus érythémateux disséminé, un syndrome de Gouge-Rojogren, une anémie de Birmer. Comment traiter la myasthénie? Comme on l'a vu, on peut utiliser des médicaments anticholinestérasiques qui améliorent les symptômes, tels que la pyridostigmine ou mestinon, ou l'ambémonium et le mitéplase. Ces médicaments ont des délais d'action et des durées d'action qui sont différentes et qu'il faut adapter aux préférences des patients. Initialement, on peut utiliser une corticothérapie assez forte, jusqu'à 1 mg/kg d'équivalent prednisolone, associée ou non à des immunosuppresseurs, et c'est surtout l'azatioprine qui a été étudiée dans cette pathologie. En présence d'antimum, il faut de manière générale aller à l'exérèse chirurgicale, et si le thymus est malin, on va se tourner vers la radiothérapie, voire même de la chimiothérapie dans quelques cas. En cas de poussée sévère, que l'on appelle une crise myasthénique comme on le reverra juste après, on peut avoir recours à des traitements comme des immunoglobulines intraveineuses et des échanges plasmatiques. Et en cas de défaillance d'organes, notamment pulmonaire, il ne faut pas hésiter à se tourner rapidement vers la réanimation pour instaurer de la ventilation mécanique et de la nutrition artificielle. Il faut faire attention aux nombreux médicaments contre-indiqués. Certains sont contre-indiqués de manière absolue puisqu'ils engendrent une aggravation clinique fréquente du fait de leur interaction avec la plaque motrice, et certains ont des contre-indications relatives, et c'est ces médicaments avec qui il faut avoir une précaution d'emploi particulière. Parmi ces médicaments, on va noter les antibiotiques comme les aminosides, les cyclines et les macrolides. Beaucoup de médicaments à visée cardiovasculaire, notamment les bêta-bloquants, la xylocaïne, le Lasix, des médicaments à visée nerveux, notamment le lithium, les benzodiazépines et certains médicaments contre l'épilepsie, et d'autres médicaments comme le magnésium ou les dérivés nicotiniques, tels que les patchs dans le sevrage tabagique. Il faut également penser que ces patients peuvent être contre-indiqués à la vaccination concernant les vaccins vivants atténués en cas d'immunosuppresseurs. Pour les femmes enceintes, on peut dire que la myasthénie a assez peu d'influence sur la grossesse. Par contre, la grossesse va avoir une influence assez variable sur la myasthénie. Elle peut l'aggraver, généralement au premier trimestre ou en postpartum, mais on note aussi quelques rémissions. Dans tous les cas, l'accouchement doit être programmé dans une maternité de niveau 3, où des réanimations, notamment adultes, mais aussi néonatales, sont prévenues. L'analgésie péridurale n'est presque pas un choix puisque c'est une indication médicale. Et la myasthénie néonatale, donc chez le nouveau-né,
peut se déclarer à n'importe quel moment dans les 24 premières heures, dans 30% des cas, ce qui justifie une réanimation du nouveau-né. Il existe deux complications à connaître durant la myasthénie. La première, c'est la crise myasthénique ou poussée aiguë de la maladie, qui se caractérise surtout par une défaillance respiratoire avec une orthopnée. Les facteurs déclenchants sont nombreux. Ça peut être le cas lors de toute modification thérapeutique, mais aussi lors de n'importe quel stress, que ce soit un stress physique, une chirurgie, une douleur, ou un stress psychologique quelconque. Le traitement de la crise myasthénique correspond à la néostigmine, après atropine pour éviter ses effets bradycardisants, aux immunoglobulines et à la plasmaphérèse. Il faut éviter dans ce cas-là les corticoïdes à forte dose qui risquent d'aggraver la pathologie. Et en cas d'insuffisance respiratoire aiguë, il faut se rapprocher assez rapidement d'une réanimation, ne pas attendre la survenue d'une hypoxémie ou l'hypercapnie qui note un épuisement, et réaliser de la ventilation non invasive. Attention, cela est contre-indiqué en cas de troubles de déglutition, voire même de la ventilation invasive après intubation. Et en cas de troubles de déglutition, l'alimentation devra se faire par sonde gastrique. La deuxième complication à connaître, c'est la crise cholinergique. Cela correspond à un surdosage en médicaments anticholinesterasiques. Et il va y avoir du coup beaucoup plus d'acétylcholine dans la fente synaptique qui va se fixer à la fois sur les récepteurs muscariniques et à la fois sur les récepteurs nicotiniques. Les récepteurs nicotiniques vont être responsables d'un déficit musculaire avec des fasciculations, alors que la présentation de ce surdosage sur les récepteurs muscariniques va être l'hypersécrétion, bronchique, salivaire et la transpiration, un bronchospasme, une bradycardie, de la diarrhée, un myosis, une agitation jusqu'au coma. Ces signes d'intoxication peuvent être précoces, notamment les nausées, vomissements, douleurs abdominales, la diarrhée, l'hypersalivation et les sueurs qui peuvent être très précoces. En cas d'urgence vitale, comme tout à l'heure, allez très vite à la réanimation. Et là, le traitement va consister à la suspension des anticholinesterasiques pendant 2 à 3 jours. Et on remarque que le diagnostic différentiel avec la crise myasthénique est très difficile à faire, puisque dans les deux cas, on va avoir une paralysie. Donc en conclusion, la myasthénie, c'est une maladie auto-immune qui est rare, qui entraîne une fatigabilité musculaire et un ptosis. C'est vraiment le symptôme quasiment pathognomonique de cette maladie à retenir. Une aggravation rapide en quelques années, qui peut avoir des formes graves, notamment lors de poussées aiguës avec atteinte bulbaire, donc des troubles de déglutition, et des atteintes respiratoires qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital et nécessiter des soins de réanimation. Faire attention aux nombreux médicaments qui sont contre-indiqués. Et le traitement de manière chronique constitue aux anticholinesterasiques et aux immunosuppresseurs. Donc rechercher les complications à ces traitements-là. Et en cas de complications, il faut savoir évoquer la crise myasthénique et la crise cholinergique.